Président, soyez les bienvenus. Nous sommes à la NAPI. Dites un mot. Bon, la communauté congolaise est aujourd'hui venue. En fait, il y a une entrevue avec la NAPI, avec les cadres de la NAPI. Ils étaient là dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, dans le cadre de la promotion des investissements. Les samedis passés, je crois que c'était les samedis passés, il y a eu une rencontre avec des entrepreneurs turcs et il y a eu de belles présentations sur les opportunités des investissements au Congo. Et aujourd'hui, le lundi, la NAPI doit avoir des entrevues avec la communauté congolaise et de la Turquie, parmi lesquels les notables qui sont entrepreneurs, pour essayer d'échanger, parce que les investissements ne doivent pas tellement venir des étrangers, mais aussi de nous, Congolais, qui résidons ici. Donc d'ici quelques minutes, nous allons commencer et on attend des résultats productifs. Merci à vous. Okay. À pouvoir s'intéresser aux investissements productifs et susceptibles de contribuer au développement. Nous voulons, à travers cette matière, vulgariser, informer sur quelques réformes aussi clés qui ont été opérées par le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements dans notre pays. À travers ces échanges aussi, nous voulons partager avec vous quelques dispositifs réglementaires et juridiques mis en place par le gouvernement, d'une part, mais aussi qui sont en train d'être mis en place, d'autre part, pour garantir votre sécurité, garantir la sécurité juridique et judiciaire de vous, que nous considérons aujourd'hui comme des potentiels investisseurs. On suit, donc
Après ces mots d'introduction, nous allons inviter Madame le DGA, directrice générale de l'ANAPI, qui va partager avec vous et qui seront suivis justement de quelques échanges, des questions que vous allez bien poser. Après ces échanges, nous allons prendre une photo de famille pour clôturer par un rafraîchissement. Et nous invitons Madame Rose Doré Bokeleale, qui est directeur adjoint, seul dans la salle, la délégation de l'ANAPI, M. Flori Kabamba qui est là, l'investissement, et moi-même, M. Fodi, je suis directeur en charge du climat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qui étiez déjà là depuis 10 heures. Je réponds au nom de Ange Matali Funabo. Je suis étudiant aussi. Christian Kabegele, entrepreneur et étudiant. Félix Gola, entrepreneur. Je suis dans le business, en même temps je suis secrétaire adjoint de la communauté congolaise. Directeur adjoint de World Service. Je réponds au nom de Abdallah Mayuto, cofondateur de Bisodev Technology. Je suis aussi associé avec Sisi Group. Je réponds au nom de Kassim Saïdi Kassimouvu. Nous sommes dans l'impression, genre l'imprimerie. Sadiki Bilali Prince, dans l'imprimerie, entre autres Kaya Matbadjulek. Salim Moussa, dans l'imprimerie. Je réponds au nom de Bostina, je suis dans l'entrepreneuriat et étudiant. Je suis présidente de l'EKN Group et nous évoluons dans l'entrepreneuriat et dans la prestation de services. Je m'appelle Anseki Tangwa, je suis vice-présidente de Open Group. Moi, c'est Madame Farida, infirmière, mais entrepreneur ici à Istanbul, à la restauration. Neko Rose Massangou Kaimbe, journaliste congolaise. Nous aurons quelques petits points que nous allons parcourir. Premièrement, nous allons passer sur un bref aperçu de l'environnement économique et de l'entrepreneuriat en RDC. Quelles sont les différentes opportunités exploitées par la diaspora? Je ne m'étendrai pas très longtemps là-dessus puisque vous et moi connaissons les potentialités de notre pays. L'environnement des affaires en RDC, la procédure d'investissement en RDC, les perspectives du développement des investissements de la diaspora, l'ANAPI, qui se trouve aujourd'hui devant vous, caisse, service de facilitation des investissements de la diaspora, appui de l'ANAPI aux investissements de la diaspora, et en fin de conclusion. D'entrée de jeu, lorsque nous regardons les statistiques que la Banque centrale met à disposition, il est reporté que la RDC reçoit des transferts de près de 500 millions à 2 millions de dollars année après année. Mais l'affectation de ces flux financiers sont utilisés à la consommation et très peu au niveau de l'investissement. C'est-à-dire, moi, la maladie, ma fout à classe, il faut ma fout à loyer pour aider les nôtres qui sont à Kinshasa ou partout ailleurs en RDC. Très peu sont utilisés au niveau de l'investissement. Et donc, quelle est la conséquence de ce comportement? On n'est pas en train d'investir. On n'est pas en train de créer de la richesse. Bon, nous sommes tous et ça consommé.
et non pas qu'ils ont produire pour qu'il y ait de la richesse ou création d'emplois, la majeure partie. Or, nous pouvons voir qu'on est capable, et là, vous êtes d'accord, vous et moi, que c'est ceux qui sont en train de passer par les canaux qui sont connus. Mais il y a d'autres canaux que nous utilisons. En sortant d'ici, il est possible que l'un ou l'autre puisse dire « Mais là, Ndekolanga, Fulani, autant de montants. » Et au Kanaba institution. Donc ce montant, il est minimal. C'est nettement plus que cela. Si nous reportons 1 milliard, il est possible que ce soit 2 à 3, voire même à 4 milliards qui sont transférés au niveau du pays. Qu'est-ce que nous constatons au niveau local? L'Institution nationale de la statistique a eu à faire un recensement général des entreprises à travers le pays. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que nous avons 65% d'activités qui sont dans le commerce. 10% seulement sont dans la fabrication. 8% sont dans l'hébergement et restauration. 4% dans l'information et communication. Et 3% dans les autres services. Si nous restons seulement au niveau des activités de négoce, nous ne créons pas. Donc, je viens en Turquie, j'achète des vêtements, je les ramène au pays. Nateki. Pourquoi est-ce que je n'aurai pas des unités de production, la Mboka? Ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse. Parce que lorsque je viens en Turquie et que je suis en train d'acheter ici, j'enrichis l'économie ici. Parce que nous sommes fortement au niveau du négoce uniquement. Et la fabrication n'est qu'à 10%. Une unité économique congolaise avant tous les documents. RCCN et plus. Tous les documents qu'il nous faut. Nous nous sommes arrêtés là parce que si nous devons continuer par rapport aux potentialités, opportunités, et aussi la sécurité. Journée aussi là, opportunité ici l'idée, n'est-ce pas? Au niveau de l'Est, et cela génère non seulement de la richesse, mais également de l'emploi. Nous avons la digitalisation des procédures. Je vous rassure que c'est un très très grand chantier, mais le travail est en cours. En quoi faisant? En faisant concluant, on a commencé en phase test au niveau de Kinshasa et on va commencer à déployer progressivement. Vous pouvez créer votre entreprise. Vous avez également un guichet unique intégral au niveau du commerce extérieur. Vous avez la création du fonds de garantie de l'entrepreneuriat pour faciliter l'accès au financement pour les PME. Et je pense qu'aujourd'hui, mais nous, les médias internationaux, ainsi que nous-mêmes, la première chose que nous disons, beaucoup maman, je vais laisser la cause. Beaucoup est commongaté. Monsieur Kamengele, beaucoup est commongaté. Si vous, ceux qui m'ont beaucoup commongaté, nani a commongaté, beaucoup, ceux qui y ont un de salité. Nana obongisa sikoyo mama journaliste nana obongisa mboka nana kobongisa mboka kaka biso mutu mosusu aza te. Mais il faut d'abord biso moko tozwa conscience wana et tobanda koloba nous-mêmes. Vous savez, on a envoyé des équipes bakende ba circuler en RDC bazwa ba image ya ba site touristique qu'on peut mettre à disposition des investisseurs. Nous, tout ce qu'on regardait, donc, tout fungoli monoko. On dit, mais ça c'est RDC. Ça c'est. Non, il suffit juste, on met des bungalows, on met un hôtel à côté, et c'est magnifique. Et ça dépasse ce que nous sommes en train de voir ça et là. Parce que nous avons la verdure, nous avons les forêts. C'est impressionnant. Il y a d'autres qui n'ont jamais vu ça. Mais tout ce que nous savons dire, Mbokoyo, hey, baloka biso. Biso penza, il faut que loka mboka. Mais c'est nous-mêmes qui sommes en train de koloka mboka mokolo na mokolo. Mbokoyo, mbokoyo. Yo lobi mbokoyo, ya lobi mbokoyo. Malobesa nini, ekei. N'est-ce pas que dans notre culture, toebi kosaka. Akosala bana na ngai mabeta kosimbate, et kosala mate. Si on prend la ligne mokolo na monoko tozaka ka bokoyo bokoyo.
Les problèmes existent dans tous les pays. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Mais chacun a un niveau naïf. Bisous sur un niveau oyo. Tout ça, on m'a cassé ton matate. Hein? Malé, mais ton matate. Mais ceux qui ont gagné tout ça, vraiment, vraiment, au moins qui n'ont pas mais enfin. Tout ça, comment est-ce que tous ont maillé le zan en Turquie, tout me mango dans boka. Difficulté ça, tout bunda, tout long à terre, tout bunda. Atatürk. Tant que nous sommes bien, madame collègue. Même si on va dire que le père fondateur, comme il est Atatürk, à Bundaki. Bon, il n'est pas ici, mais nous devons prendre cette conscience. Nous devons soutenir au sein de la place de Bissou. Mon ACP, maman a médias à place. Nous devons soutenir au sein de la place de Bissou. Il faut tout pour nous changer. Tout ça, la Bissou, notre promotion positive et image et comme la Bissou. Je vous rassure, énumérer plusieurs réformes qui ont été déjà mises en place. Et donc, le gouvernement met en place un comité de pilotage qui est chapeauté par le ministre du Plan. Et l'ANAPI joue le rôle de secrétariat technique. Et c'est en cela que nous faisons le plaidoyer. Donc, tous en molobeli, tous n'est pas secteur privé, ni une difficulté. Nous échangeons avec les différents experts. Qu'est-ce qui peut être fait? Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne construit pas Rome en un jour. Il faut prioriser. On dit, ok, d'accord, on va commencer par les 10 premiers points. Le reste, on ira progressivement année après année. Donc, nous faisons le plaidoyer. Troisième, qu'est-ce que nous faisons? La promotion des opportunités du pays. Et donc, nous sommes en train de collecter toutes les informations auprès des 26 provinces pour mettre à disposition ces opportunités. Les informations, vous savez, les obtenir auprès de l'ANAPI, qui est cette agence en charge de cela. En dernier lieu, l'ANAPI joue le rôle d'accompagnement administratif et service aux investisseurs en 3 temps. Vous pouvez aller dans le suivant, comme ça on va y aller. La première phase, c'est avant investissement. En faisant quoi? En mettant à disposition les différentes informations. En mettant en place les différentes informations à disposition des potentiels investisseurs. Donc il y a les données générales, il y a les opportunités en matière de fiscalité, l'état de lieu du climat des affaires. Parce que nous parlons investissement. Qu'est-ce qui explique que la plupart des Congolais, c'est-à-dire la diaspora, hésitent d'investir dans le pays? Selon quelques informations qu'on a eues de plusieurs investisseurs congolais, ils disent que l'État n'a pas mis en place, c'est-à-dire ils ne sont pas à l'aise d'investir. D'abord, il y a plusieurs problèmes, il y a beaucoup de dérangements. Mais les autres, les expatriés, tous les autres, ont la facilité d'investir. Et il y a même des communautés, comme vous l'avez dit, je cite par exemple les Indiens, ils sont constitués en communauté et ils ont cette facilité-là d'exercer leur activité librement. Mais qu'est-ce qui explique que les nationaux n'ont pas cet accès facile? C'est vrai, vous avez énuméré, il y a des conditions pour investir en République démocratique du Congo, mais le taux d'investissement de Congolais en République démocratique du Congo est faible. Qu'est-ce qui explique cela? Allez-y. Alors, merci. Je vais vous présenter, juste pour une seconde, comme ça on sache. Votre voix porte, vous pouvez aller. Merci madame, je me présente encore, je m'appelle Tommy Almeida, entrepreneur et président d'une CIBEL qui évolue beaucoup plus dans le secteur éducationnel. Alors, nous avons bien suivi avec attention. Alors, ma question était de savoir, l'ANAPI en soi, quand il y a par exemple des investisseurs qui sont au Congo et qui vont au Congo pour investir et tout, vous avez parlé du guichet unique de création d'entreprise, il y a tout un système qui est mis en place afin de faciliter l'octroi des documents et tout et consort. Alors j'aimerais savoir exactement si par exemple quelqu'un effectue toutes ces démarches-là et tout pour l'octroi de ces documents, quelle sera la démarche
pratique de l'ANAPI en soi, et aussi après l'obtention de ce document, nous remarquons sur le terrain qu'il y a encore quelques tracasseries de certains documents, des taxes et toutes ces histoires-là et consorts. Alors pourquoi ne pas par exemple inclure tout cela dans la liste de la documentation demandée et tout, ou pourquoi ne pas éclaircir les entrepreneurs ou ceux qui vont pour investir, qui après certains documents, après cette liste de documents, il y aura encore certaines taxes, il y aura encore d'autres histoires. Par exemple, pourquoi cette tracasserie et pourquoi il y a une certaine déséquilibre si vous n'avez pas par exemple des connaissances, vous n'avez pas par exemple des soutiens derrière vous, vous aurez à dépenser beaucoup ou à payer beaucoup des histoires qui ne sont pas légales et tout, voilà. Donc essayez de nous éclaircir quel sera le suivi ou quel est l'objectif de l'ANAPI exactement dans ce sens-là. J'espère que j'ai été clair avec ma question. Complété par les experts qui m'accompagnent. Pourquoi est-ce que le taux d'investissement est faible? L'ANAPI a la responsabilité de faire la promotion des investissements. Et dans ce cadre, l'ANAPI est en train de sensibiliser et de vulgariser. La première des choses, c'est l'information. J'aurais peut-être pu commencer par cet exercice pour demander aux uns aux autres de lever la main qui ont déjà lu le Code des investissements de la RD Congo. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a lacune au niveau des informations. Je peux déjà rebondir à la deuxième question de monsieur. Avant de décider de vous installer dans un secteur, prenons dans le secteur de santé, il n'est pas possible de commencer sans avoir fait une due diligence, collecter les informations. Tantôt, là, je viens de vous expliquer qu'il y a la procédure générale de création de la société. Et ensuite, il y a les étapes spécifiques au secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc, si vous décidez de pouvoir vous installer dans le secteur de la santé, vous faites votre due diligence en collectant les informations auprès du guichet unique en matière d'investissement qui s'appelle ANAPI. Si vous êtes PME, vous pouvez également recourir à l'ANADEC qui commence par vous donner l'information. Donc, vous n'avez pas la surprise qu'une fois que j'ai créé la société, ah tiens, il me faut encore payer pour ceci, pour telle licence, pour telle autorisation. Non, ce sont des informations qui existent. Je vous ai, en fin de communication, incité à consulter le site pour lire. Nous avons fait l'exercice de collecter toutes les procédures auprès des différents ministères pour les secteurs que nous avons déjà couverts. C'est un travail que nous sommes en train de faire progressivement. Et nous avons placé sur le site pour que l'investisseur sache, en termes d'information, 1. Voici la procédure générale de création. 2. Voici les étapes spécifiques. Le ministère de la Santé doit s'assurer que nous n'allons pas avoir des médecins qui seront meurtriers demain. Il doit se rassurer de cela. Donc, il y a des étapes spécifiques à chaque secteur qui doivent être faites. Donc, premièrement, l'information. Soit le manque d'information, soit le manque de recherche d'information. Il faut faire la due diligence. Vous regardez même ceux qui s'installent dans notre pays. Ce n'est pas un individu qui s'installe, c'est une communauté qui fédère leurs forces en termes de compétences, en termes financiers ou matériels ou autres, qui se mettent ensemble et ils deviennent une force. C'est pourquoi nous disons, diaspora, nous avons besoin de vous que nous soyons un. Il n'y a pas les uns d'une part, les autres non. Il y a un travail qui est fait, il n'est pas encore parfait. Mais c'est un travail d'ensemble. Comment est-ce que nous fédérons pour avoir des capitaux qu'on est capable de lever? Nous avons eu des informations, par exemple, pour certains pays, je citerai l'Israël, qui a trouvé sa force auprès de la diaspora. Créer un fonds où la diaspora aurait à verser mensuellement, je dis un montant, $1, $10, $50 ou autre. Si nous avons un minimum d'1 million de Congolais à travers le monde, si nous prenons 1 million, qui sont à même de pouvoir générer des fonds et qui mettraient $50 le mois, nous avons 50 millions de dollars par mois.
Et nous avons des pays, je ne dis pas un, nous avons des pays qui ont eu à recourir à leur diaspora, tels que l'Israël, pour développer, pour créer ci ou cela. Donc, le fait de se fédérer. Or, si vous investissez, vous devez aussi accepter de prendre le risque. C'est un pari risqué. Mais vous allez voir que dans la plupart des cas, les Congolais sont beaucoup plus dans les activités de négoce et ils aiment la facilité, raison pour laquelle il y a un faible taux d'investissement. Un deuxième volet aussi, il y a le problème de l'esprit associatif. Nous voulons toujours aller seuls. Aujourd'hui, madame a parlé, il faudra un minimum de 10 000 $. Sûrement, d'aucuns parmi nous ici se disent déjà 10 000 c'est beaucoup, ainsi de suite. Mais si vous étiez à 3, 4, vous décidez aujourd'hui de mettre vos capitaux ensemble, vous allez atteindre le minimum exigé par les codes et vous pouvez facilement bénéficier des avantages du code des investissements. C'est très important. Et madame a aussi évoqué les problèmes de l'information. En matière d'investissement, on dit toujours ceci que investir, c'est un pari risqué. Quand vous investissez, soyez-en sûr que vous êtes en train de prendre le risque. Mais une manière de pouvoir minimiser ces risques, vous devez avoir des bonnes informations. Vous devez avoir des bonnes informations. Mais comme le comité exécutif est là, ils vont continuer avec vous par des séries de questions. Ce que je voulais juste, c'est de m'excuser. Je croyais que le programme allait terminer jusqu'à 12h30. Malheureusement, on a dépassé l'heure. Et pourtant, je dois prendre le vol à 15h. Il y a beaucoup qui me connaissent, je voyage beaucoup, je suis très souvent dans le voyage. Je tiens seulement à remercier l'ANAPI pour sa présence en Turquie. Le message de Madame la directrice est passé. Nous avons pris bonne note. Je crois bien que nous allons vous accompagner comme vous venez de le dire, parce que nous devons contribuer au développement de notre pays, nous la diaspora congolaise. Une fois de plus, madame, excusez-moi, parce que il y a même le chauffeur qui m'attend en bas, vous voyez que je suis en train de parler avec lui. Merci. Fournir l'effort de respecter les heures. S'il y a un embouteillage à Istanbul, c'est que à Kinshasa, c'est davantage. Nous fournissons l'effort de respecter parce que tout le monde a un agenda et il nous faut respecter les uns et les autres. Donc vraiment, je m'excuse au nom de mes frères et sœurs ici et je les enjoins à fournir cet effort de respecter l'heure. Je vous remercie pour votre présence. Nous comptons sur vous parce que c'est ensemble qu'il faudra fédérer les citoyens pour relancer notre économie. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Madame Rose, en fait, j'ai une série de questions et je vais essayer d'être bref. Vous avez parlé du guichet unique. Je crois que les frères aussi avaient posé la question concernant ce sujet. Au Congo, il y a un petit souci entre la pratique et la théorie. Théoriquement, les passeports congolais coûtent 90 $. Mais en pratique, personne ne paye 90 $. Théoriquement, pour obtenir ces papiers, vous avez dit 80 $. Mais en pratique, je suis certain que personne ne paye cette somme. Est-ce qu'il y a un service de suivi pour savoir si ces 80 $ est réellement payé? Ou bien c'est juste une théorie comme chez nous? La deuxième question, j'ai parlé avec un ami de ma promotion. En fait, je suis en train de faire ma maîtrise, MBA, avec qui nous étions en train de discuter. Quand un investisseur sérieux veut aller dans un pays, il y a des rapports qu'il lit.
il ne connaît pas l'ANAPI, il ne connaît pas toutes ces agences que vous venez de citer. Il lit par exemple les Doing Business Index. Le Congo est le 7e pays au monde pour faire les affaires et c'est très difficile. Nous sommes 183 sur 190 pays, selon l'index Doing Business. Un investisseur sérieux lit par exemple l'index de corruption, perception de corruption. Le Congo est le 10e pays, je crois que nous sommes maintenant le 11e pays, nous avons gagné une cote. Le Congo est le 11e pays au monde où faire les affaires, c'est compliqué parce qu'il y a la corruption. Ça, ce sont les réalités, ça, ce sont les rapports que lisent les investisseurs. Et pour terminer, une troisième question, compléter la question que l'ami a posée concernant les investisseurs locaux. Ma question part d'un constat. Quand vous arrivez au Congo, tous les secteurs clés, c'est géré par les étrangers. Vous partez des secteurs banquiers, il n'y a aucune banque congolaise. BGFI, je ne sais pas, Equity Bank, toutes ces banques sont étrangères. Vous allez dans les secteurs des télécommunications, Vodacom et consorts, ce sont des entreprises étrangères. Et nous savons tous que les étrangers qui viennent au Congo, ils ne viennent pas en tant que philanthropes. Et nous savons tous que les étrangers qui viennent au Congo, ils ne viennent pas en tant que philanthropes. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment beaucoup le Congo. Et j'ai eu cette chance ou malchance de travailler toujours avec les expatriés. Quand un expatrié gagne par exemple 10 000 $, sur les 10 000 $ qu'il gagne, c'est 8 000 $ qu'il rapatrie chez lui. 2 000 $, il laisse au Congo. Mais quand un Congolais gagne 1 000 $, c'est les 1 000 $ qui sont utilisés au Congo. Qu'est-ce que l'ANAPI fait pour inciter... Qu'est-ce que l'ANAPI fait pour inciter à ces jeunes ou bien à ces entrepreneurs congolais d'investir chez eux? Parce que la plupart des Congolais ont l'impression que les avantages sont beaucoup plus pour les étrangers que pour les Congolais. J'aime votre première question parce que le responsable de suivi se trouve être devant vous. Au sein de l'ANAPI, le responsable de suivi des réformes, il se trouve être devant vous. Est-ce qu'il y a un suivi sur l'effectivité? Oui. Le monsieur qui est en face de vous mène des enquêtes de façon annuelle. Quelles sont les réformes qui ont été initiées? Est-ce qu'elles sont effectives? Est-ce qu'elles sont appliquées? Et des rapports sont produits, remontés au niveau de la hiérarchie pour des actions idoines. Oui, il y a au sein de l'ANAPI un département, un service en charge de suivi. Il pourra davantage vous donner des détails là-dessus. Et toutes les fois, il est vrai que sur les échantillons qui ont été pris, par exemple, nous disons, sur l'année, il y a eu X nombre de personnes qui ont eu à créer des entreprises. Des étudiants sont invités au niveau de l'ANAPI, sélectionnés, et ils sont envoyés de façon, comment je peux dire ça, de façon transparente, pour rencontrer ces personnes, pour se rassurer. Monsieur, la réforme disait que c'était en temps de jours. C'est combien de jours que ça vous a pris pour pouvoir créer l'entreprise? On avait dit que c'était 80 $. Vous avez payé combien? Effectivement. Donc il y a tout un questionnaire qui est envoyé pour faire le sondage et reporter pour que les actions correctives soient menées d'année en année au niveau de l'ANAPI, au niveau du ministère du Plan et du gouvernement pour ces réformes. Je confirme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des écarts. Il y a des cas où il y a des écarts. Et ceux-là sont reportés pour qu'il y ait des actions qui soient prises. Monsieur Poutake Sekura vous donner un peu plus de commentaires là-dessus. La création de l'entreprise, il faut payer 80 $. Moi, j'ai payé 100 $. 20 $, je ne sais pas si c'est parti où. Vous voyez un peu. J'espère que lorsque vous faites le travaux, comme vous le dites, et c'est un peu de voir comment c'est fait-il que jusqu'à présent, donc nous payons 100 $ pour la création des entreprises. Et la deuxième des choses, c'est... Ah, voilà. Vous avez dit que vous faites aussi les plaidoyers pour nous qui avons cette idée d'investir au pays.
Voici le problème que nous avons ici en Turquie. Je parle au nom des entreprises qui œuvrent dans les cargos. Il y a un sérieux problème au niveau des Djili avec la DGDA. Ils se lèvent un matin, après ils commencent à imposer certaines lois que les gens qui sont dans ces secteurs-là n'ont jamais été informés. Et du coup, ça bloque directement leurs activités. Ils ne savent pas comment continuer à travailler. Ce n'est pas une question en soi, c'est juste que non, nous vous demandons pour que la personne qui est censée de régulariser ce côté-là, qu'il puisse savoir que non, il y a une façon de faire. Si vous avez des nouvelles lois à imposer, c'est mieux de les faire 1 mois, 2 mois avant, pour leur permettre de mieux se préparer par rapport à cela. Maintenant là, ils sont tous bloqués, ils ne savent plus comment travailler. Imaginez maintenant que c'est un investisseur qui voulait investir dans ces secteurs-là, et voilà ce qui se passe. Déjà, ce n'est pas dans notre faveur. Et la troisième, bon, c'est une question seulement. Il y a un investisseur turc qui m'a posé cette question une fois. La question est celle-ci. Lorsque les investisseurs allemands, américains et consorts viennent investir ici en Turquie, le gouvernement leur promet assez que dans les 15-20 prochaines années, si votre investissement n'est pas réuni, nous serons en mesure de vous le payer et rendre votre entreprise publique. Est-ce qu'avons-nous au Congo le même système aussi? Si un investisseur vient et qu'il commence ses activités après 10 ans, 15 ans, s'il n'est pas en mesure de récupérer, donc de faire profit, ou soit récupérer son capital initial, est-ce que le gouvernement a une loi qui fait en sorte que non, voilà, ils peuvent leur payer cet argent et puis rendre l'entreprise publique? Je pense que je vais m'arrêter là. Merci. On minore pour diminuer justement ce que l'État doit percevoir. Et ce sont des cas fréquents. Moi, j'ai eu ces rapports-là à Matadi, j'ai eu ces rapports-là aussi à Kasumbalès dans les cadres de suivi. C'est ainsi que finalement, la DGDA contre-vérifie ce qui est déclaré réellement sur papier et par rapport à ce qui est la réalité de la marchandise elle-même. Ça devient une tracasserie, peut-être, je dirais, par rapport oui, à la pratique antérieure, mais à moins qu'il y ait d'autres choses derrière, mais je crois que c'est une mesure de renforcement. Mais il faut avoir beaucoup plus de précision là-dessus. Comme ça, nous avons le temps, comme Madame a dit, d'en faire un plaidoyer. Mais pour faire un plaidoyer, il faut vraiment qu'on connaisse réellement la situation. Au nom du directeur général de l'ANAPI, au nom de l'ANAPI, nous tenons à vous remercier pour votre active participation. Et je pense que ce n'est qu'un point de départ. Nous commençons et nous allons raffermir les interactions entre vous et nous. Vous avez M. Kabamba, s'il vous plaît, qui est le point de contact avec son équipe pour l'interaction avec la diaspora. Derrière lui, il y a toute une équipe qui sera là pour pouvoir vous supporter. Mais veuillez utiliser les différents outils digitalisés qui sont mis à votre disposition pour que réellement il y ait une synergie. Et je vous lance une question. Quand est-ce que la diaspora financera la mise en place d'une banque congolaise? Monsieur Kabengele, quand est-ce que les Congolais créeront une banque congolaise et la diaspora est capable de le faire? Ça, je pense que c'est un devoir que je vous laisse, que je nous laisse, pour que nous puissions financer en sus de toutes les actions que le gouvernement est en train de mettre en place.